En réalité, ça s'est passé comme ça. L'autocar a redémarré dans un tremblement. Pendant quelques secondes, l'odeur du gasoil brûlé a chassé celle du thym et des herbes mouillées. Le soleil levant semblait s'appuyer sur les parfums et les sons qui s'éternisaient, puis tout s'est apaisé. Gabriel Calment s'était arrêté à l'entrée du chemin. Il avait passé la nuit dans un train entre Paris et Carcassonne et la fatigue le rattrapait. Il demeura immobile, le dos tourné à la route, jusqu'à ce que le bruit du car disparaisse tout à fait. Dans le fossé devant lui, la rosée brillait doucement. 2 voitures passèrent. Derrière lui, de l'autre côté de la route, le chemin vicinal goudronné montait vers le hameau des Feuillades. 6 maisons disséminées de part et d'autre de la côte. L'arrêt d'autocar desservait le hameau et la ferme des parents de Gabriel dans la plaine. Le village, distant de moins d'1 kilomètre, on y allait à pied, à vélo, à mobilette, en camionnette l'hiver. Il y a quelques années encore, voilà, je retrouve ma page, on est là bien. Quelques années encore, les jeunes prenaient le car pour aller au collège, puis au lycée. Les adultes l'empruntaient pour se rendre au marché, chez le docteur, à la préfecture ou à la mutualité sociale agricole. Les jeunes avaient vieilli, ils avaient déménagé en ville, et depuis bien longtemps, le marché du mercredi n'était plus un événement. On prenait sa voiture et on allait en banlieue de Carcassonne, dans une de ces zones commerciales tout en béton et en ancienne ordinaire, où l'on se garait si facilement. Le chemin s'ouvrait devant Gabriel. Une 50aine de mètres jusqu'à l'esplanade de la maison. 2 grandes haies de pin maritime, 12 sur le côté droit, 11 sur le côté gauche, 1 tous les 4 mètres. C'est Calixte, le grand-père, qui avait planté les jeunes arbres juste après la guerre de 14. On le voit. Il a 22 ans. Il tient haut une corde qu'il tend pour mesurer les écarts, les trous, pioches et bêches, comme les tombes de ses camarades du village, tout juste morts dans d'étranges pays où l'on ignorait le patois et le vent marin qui, à l'automne, vous ramollit le cœur et l'âme. C'est ce qu'il se dit, Calixte, en contemplant les trous, 12 de chaque côté du chemin, les poings sur les hanches, la gorge sèche et nouée. Il est rentré 6 mois plus tôt d'un front éteint sur les Ardennes, une semaine épuisante dans des wagons sales et glacés. Il s'est retrouvé sur le quai à Narbonne comme un noyé rejeté par la marée. S'était mis en marche avec Voltaire, un voisin du hameau qui faisait partie du convoi de retour. Ils avaient marché sur la route de Montredon, comme des cheminots perdus, puis grimpé sur une charrette et une autre jusqu'au village. C'est à quoi il avait pensé le premier, Calixte, en rentrant à la ferme. Il fallait planter une rangée d'arbres tout au long du chemin, alignés, comme les croix qu'il avait laissées derrière lui sur la terre brûlée de Vrigmeuse. Alors, pendant des mois, cette rangée de bouts de bois comme des manches de râteau alignées pour une pauvre clôture. Ce qu'il fallait de foi, de patience pour oublier tout ça. Aujourd'hui, les arbres sont immenses, massifs, légèrement et également penchés dans le sens du vent de Cerse. Et cette voûte majestueuse vous accueille comme une nef solennelle. Sur la gauche de l'allée, le 7e arbre manque. Un vitrail crevé qui casse la perspective d'une procession parfaite. On ne sait plus comment il a disparu de l'alignement. Foudre, accident, maladie. Il n'est plus là, c'est tout. Cette allée, Gabriel l'a empruntée des milliers de fois en rentrant de l'école, du collège, du lycée, de la fac d'histoire à Montpellier, de l'école de journalisme, puis pour les vacances, les occasions familiales exceptionnelles. Comme aujourd'hui,
où il vient enterrer son père. Il remet à l'épaule un sac de voyage noir et marche vers la maison. À droite du chemin, la vigne de Josse, comme on l'appelle depuis que Josse l'avait plantée au bout pointu du siècle. C'est la seule qui reste. Entre les ceps de vigne qui, les jours humides, tournent à l'encre, les terribles inondations du mois passé ont laissé de longues écharpes d'herbes, de branches et de déchets divers. La rivière, ici comme ailleurs, est montée de plusieurs mètres. Et dans la plaine, on ne compte plus les routes arrachées, les ponts détruits, les maisons ravagées. Il faudra nettoyer. En arrivant à la hauteur du 4e arbre, il revoit, comme à chaque fois, la silhouette de sa mère, appuyée contre le tronc. C'est une soirée de novembre. Il rentre du lycée de Carcassonne où il est pensionnaire. Il fait nuit, vendredi soir. Maryse est appuyée contre le tronc de l'arbre. Elle porte son manteau du dimanche. Elle regarde s'éloigner le car qui vient de déposer son fils. Elle pleure. Elle tient à la main une petite valise. Lui ne comprend pas ce qui se passe. Elle lui dit entre deux sanglots qu'elle revient du bourg voisin où elle a visité une amie très malade, que M. Fournier l'a laissée voici juste un instant au bout du chemin. Il la croit. La seule chose qui lui vient à l'esprit en voyant ainsi sa mère défaite, c'est « il aurait pu te reconduire jusqu'à la maison ». Elle répond « non, c'est moi qui n'ai pas voulu ». Il lui prend sa valise des mains. « J'ai pris son linge pour le laver ». Et à ça, il ne trouve rien d'étrange. Nous savons ce qu'il y avait dans la valise. Son linge à elle, propre. 3 combinaisons, 2 chemises de coton, un tablier, 2 jupes et 3 culottes, une trousse de toilette et ce livre de poésie aux pages écornées, jaunies, dont la couverture commence à se déchirer. Le seul livre qui lui appartint jamais. Une anthologie de la poésie française offerte par une cousine de la ville le jour de ses 15 ans. Il regagne la maison où le père attend, assis dans la cuisine, tendu et silencieux, comme s'il savait autre chose. Gabriel entre comme une bourrasque, pose la valise, jette son sac, saute sur le chien, fouille le guéridon sur lequel on pose le courrier, court dans sa chambre, et chacun ignore soigneusement les signes que les autres ont laissés dans le silence. La maison retombe dans ses ornières. Plus tard, Gabriel comprendra que ce jour-là, il n'avait pas voulu voir. Un lundi matin d'hiver, à 8 heures, 4 ans plus tard, il part en ville pour la fac. Il est en voiture, une 4L bleue électrique qu'il a rachetée au domaine pour une bouchée de pain dans un vieux stock de l'EDF. Le chauffage n'a jamais marché, il conduit avec des gants de ski. Il aperçoit son père, debout à côté du 5e arbre. Dans la vigne du chemin, celle qui faisait face de l'autre côté de la rangée des arbres à la vigne de Josse, Joseph regarde, les épaules basses. La charrue a défoncé 2 énormes socs brillants en pendule qui arrachent une à une les vieilles souches. Gabriel accélère. Il sait que son père a les larmes aux yeux, il ne veut pas l'embarrasser. 10 ans plus tôt, il a fallu, devant la crise viticole, baisser les bras, sacrifier les efforts des ancêtres, renoncer à leurs rêves. Joseph arrache toutes ses vignes, ou presque. Pas Josse, pas le chemin. Quoi qu'il arrive, on garde Josse et on garde le chemin.
préservez l'illusion de la vigne. Continuez de vous accueillir avec ces deux marées majestueuses. Depuis 10 ans, Joseph travaille à la mine de Salsigne, à quelques kilomètres dans la montagne noire. Une mine d'or. Il a signé son embauche à 48 ans. J'étais arrivé jusque-là sans jamais rien signer pour travailler. Il savait, pour que la tâche soit humaine, qu'il ne devait garder qu'une seule vigne qu'il cultiverait sur ses congés. Mais il n'avait pas pu séparer les deux, Josse et le chemin. Et voilà que 10 ans plus tard, à presque 60 ans, il avait dû se résigner à arracher le chemin. Mais pas Josse. Ce matin-là, Gabriel repart après quelques jours passés autour de la tristesse de ses parents qui tremblent encore devant ce changement. Joseph s'est fait mineur. En passant, Gabriel avait lu sur le dos de son père toute la violence de cette trahison. À chaque départ, il avait l'impression de laisser derrière lui sa vie tout entière, comme un vieux manteau lourd, humide et plein de boue. Paris, entre son travail de journaliste dans un grand quotidien et les contraintes d'une vie matérielle de plus en plus énervée, il appelait ça son travail. Sa vie, elle était là, au bout de ses arbres. Mais ces dernières années ici, tout avait ralenti. Joseph avait fini par prendre sa retraite de la mine en se demandant chaque matin ce qu'il allait faire de ses journées. Il devait trouver un troisième sens à sa vie. Et il ne le trouvait pas. Après la vigne, la mine, il ne savait plus. Il avait fréquenté le village et le café, mais il ne se reconnaissait plus dans la fraternité des hommes de la terre. Il pensait qu'il ne s'en était pas montré digne et il prétendait sentir aussi comme un reproche son choix de la mine qui depuis plus d'un siècle empoisonnait les terres de la vallée. C'était encore pire avec les autres clients, ces employés qui venaient, avant de foncer en ville vers leur bureau, faire briller sur le comptoir leur impatience et leur trousseau de clés. Pour Joseph, le village ne racontait plus rien de juste. Sa voix s'était tue. Alors, il se replia sur sa maison, bousculant Maryse et ses habitudes, et sur le jardin inutile qui s'ouvrait vers la plaine. Depuis des années, le pays était rongé par la pollution de la mine, de l'arsenic, du plomb et du bismuth. Et depuis des années, la préfecture recommandait de ne rien manger de tout ce qui poussait dans la vallée de l'Orbiel, une vallée morte dans laquelle on faisait encore semblant de vivre. Joseph ne savait pas faire. On ne va quand même pas arrêter le jardin. Il continuait de semer, de soigner, de récolter comme si ça allait revenir. Puis il abandonnait les poireaux, les salades, les oignons, les haricots et les aubergines au fond du pré, sur un compost inutile. Joseph et Maryse ne se parlaient plus guère, c'était triste et banal. Pour autant, ils ne se lâchaient pas du souci. Chacun, dans le dos de l'autre, semblait s'inquiéter vivement. Mais c'est de leur propre faim que chacun avait peur. Quand Gabriel venait, ils le prenaient à part, chacun à leur tour. « Tu ne trouves pas qu'il a vieilli ? Oh, je suis inquiet. Ta mère, ça ne va pas du tout. Ton père, il est de plus en plus difficile. » Lorsqu'il débouche enfin à découvert sur le terre-plein, le soleil lui serre brutalement la nuque. Il s'arrête pour regarder la façade. Même la maison semble baisser la tête. Le crépi gris tacheté de plaques humides qui verdissent
et au bord du toit les chéneaux sans l'impeccable rectitude d'antan. À l'étage, les volets de bois s'écaillent et la pierre autour des fenêtres se fend par endroits. Heureusement, l'imposante glycine noueuse qui rejoint sous l'ouverture du grenier une bougainvillée gigantesque impose encore à l'ensemble une vitalité sauvage. Sur la gauche, le hangar de l'ancienne cave viticole est fermé comme abandonné. Une énorme clé rouillée dépasse de la serrure. Le chemin rétréci longe la façade et se faufile à droite contre la vigne pour gagner l'arrière de la maison. Gabriel sait par cœur la petite prairie, le gros cerisier et ce jardin impeccable, empoisonné. La porte s'ouvre brusquement, comme si elle attendait juste derrière. Maryse est pâle, le visage ravagé, menu et noir. Il la trouve plus petite, comme tassée. Il est frappé par sa détresse. Son mari est mort, mais elle vit depuis longtemps déjà avec l'idée de cette absence qu'elle confondait aussi avec la sienne. Alors, il comprend que c'est son visage à lui, le visage du fils qu'elle redoute depuis 3 jours et 4 nuits, son visage qui atteste que Joseph est bien mort. Et le voilà devant elle. Mais non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Elle crie son nom en ouvrant les bras. « Gabi, mon pauvre Gabi, mon pauvre Gabi !» Et quand il va pour se blottir contre elle, ainsi que son geste l'y invite, elle dresse ses mains devant elle pour l'en empêcher. Et voilà qu'elle ajoute « Turc, tu sais, Turc, il est mort. Il s'est tué hier soir dans un accident. » Turc, c'était le nom du meilleur ami de Gabriel. Un drôle de nom. Son père, Chaput, un anarchiste espagnol qui avait suivi jusqu'ici, en 1939, les chemins désolants de la défaite, refusa pour ses enfants les prénoms du calendrier chrétien. La sœur de Turc s'appelait Sève. Turc était musicien. Au collège, il était celui qui, au fond de la classe, passe le temps des cours à jouer de la batterie sur ses cahiers avec une règle et un crayon. Insupportable. Gabriel aimait depuis la maternelle sa manière douce et radicale d'être toujours à contretemps, à côté de ce que demandaient les professeurs et l'institution scolaire dans son ensemble. Arriver à l'heure, obéir, faire silence, mais aussi de ce que suggérait l'époque pour les élèves en rupture. Les phénomènes, les vrais rebelles, obéissaient sans s'en rendre compte à des codes d'époque qui faisaient d'eux des petits soldats prévisibles. Turc, lui, déjouait tous les écarts attendus. Il avait les cheveux longs quand il était établi que le rebelle rasait sa tête, s'habillait comme un vieux notaire au lieu des cuirs à la mode, écoutait des chansons françaises à texte quand la variété branchée ne jurait que par New York et son rap des quartiers. Comme il ne la ramenait jamais, il restait à part, un cas singulier qui attirait. Gabriel et Turc avaient commencé ensemble à l'école primaire de Salsigne en 1976. Avant la sortie du village, en montant vers la mine, le bâtiment double affichait encore sur son fronton symétrique de part et d'autre de 3 portes rondes « École de filles » et « École de garçons ». En face, les jardins montaient doucement vers le haut de la colline. Un matin de septembre, ils avaient pénétré ensemble pour la première fois, effrayés et morveux, dans le couloir sombre qui menait entre 2 rangées de porte-manteaux en fer
à la cour de récréation. La classe de maternelle s'ouvrait de plein pied au-delà du préau, baignée de soleil et de larmes. Gabriel et Turc se reconnurent dans leur grande peur et se réconfortèrent en silence. Ils ne le savaient pas, mais cette cour allait devenir leur centre du monde pour les 5 ans à venir, jusqu'à ce qu'un autocar vienne les soulever chaque matin pour les conduire au collège de Cuxac-Capardès. La cour, l'école, le village et ses recoins, les chemins de terre qui partent vers les jardins et qui, par derrière, rejoignent la ferme des parents de Gabriel, les vignes, les abords de la mine ou le bois du Pêche, ce monde sec et familier devenait chaque jour le décor et l'inspiration de leurs rêves, de leur liberté. Ils vivaient dans ce qui était pour eux le bout ultime du monde, le début de toutes les aventures. Un jour, en décembre 1999, Gabriel, qui commençait alors à signer ses premières piges, avait été sollicité par un grand hebdomadaire parisien qui préparait un numéro spécial sur le passage à l'an 2000 et qui, aux côtés d'écrivains ou de musiciens à la mode, d'entrepreneurs audacieux et des plus fines plumes de la presse parisienne, invitait quelques jeunes gens à témoigner d'où ils venaient et comment ils voyaient ce siècle qui s'ouvrait. Gabriel savait qu'il devait cette invitation à son ancien professeur du module conférence de rédaction de son école de journalisme, un éditorialiste respecté qu'il avait pris sous son aile. Mais surtout, au fait qu'il venait du fin fond de la campagne audoise, ce qui faisait toujours chic dans un sommaire de hors-série. Il commença son article en parlant de Salsigne et en pastichant un de ses livres de chevet. « Je suis de Salsigne, un pays à 21 km de Carcassonne, en route torse, au fond d'un vallon haut. On n'y va pas, on va ailleurs. On va à Latour, qui est dans la direction, on va à Bram, on va même loin dans des quantités d'endroits, mais on ne va pas à Salsigne. On irait, on y ferait quoi ? Personne, à part Turc et leur ancien instituteur, l'immense M. Cros, ne s'avisa qu'au nom près, c'était du Giono dans le texte. Mais qui lisait encore Giono au siècle finissant. C'est ainsi que les jeunes gens voient le nid dont ils ont su s'enfuir. Une prison effacée sur une carte, un pays où personne ne va. Mais les jeunes gens se trompent parfois. La mine justifiait à elle seule l'existence du village. Elle le marquait sur les cartes comme un fer. Depuis un siècle, la mine pesait sur Salsigne. Turc était timide. La musique était sa passion, mais la musique exige, dans le commerce entendu des arts, qu'on la pratique devant les autres, que l'on se montre. Il atteignit vite à un niveau remarquable dans la pratique des fûts, des pots et des cymbales, mais lorsqu'il fallut sortir de la cave, l'ancienne grange viticole dans laquelle il répétait, il s'était trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas monter sur scène. Tous les combos de Carcassonne et de sa région, les orchestres de bal comme les groupes plus obscurs qui prétendaient au rock, à la pop, au reggae ou au jazz, tous faisaient le pèlerinage de Salsigne pour le rencontrer. Tous étaient persuadés qu'ils allaient le convaincre. Tous ressortaient de la cave vaguement sonnés et incapables de dire ce qui s'était passé. Ni qui était ce type si doué, muet, silencieusement intraitable. Certains même s'équivoquèrent sur la réponse qu'ils pensaient avoir comprise. Cela continue de l'attendre. Après avoir balayé un dernier rêve d'un revers de main qu'était venu lui vendre d'un air gourmand le propriétaire d'une salle toulousaine à la mode qui avait entendu parler du prodige, il se décida à trouver dans ce monde de la musique et des sons qu'il appelait depuis l'enfance une autre place que sur la scène. Il était devenu ingénieur du son et faisait sa vie
en assurant la sonorisation de concerts, de festivals, mais aussi de colloques et de conférences entre Bordeaux et Marseille. Il était compétent et discret et sa réputation se fit rapidement. On a oublié le batteur mystérieux, le prodige fou reclus de la montagne noire. On lui a enfin foutu la paix. Turc s'installa dans une maison isolée, sur la route qui montait de Salsigne vers la mine, juste après le grand virage du bourg. Il y construisit de ses mains dans la grange un studio de répétition et d'enregistrement pour les autres, et retapa pour lui la petite maison où il se reposait entre deux tournées. Gabriel et lui s'écrivaient régulièrement des lettres à l'ancienne. Feuilles de papier, enveloppes, timbres, patience, facteurs, boîte aux lettres, comme une coquetterie à eux seuls réservée. Turc parlait du village, de la mine qui n'en finissait pas d'être revendue, rachetée, menacée surtout, des vieux qui disparaissaient les uns après les autres, mais aussi de ce qu'il apprenait dans les conférences et les tables rondes sur tous les sujets qu'il était bien obligé d'écouter pendant son travail. Gabriel racontait la folle vie de sa rédaction, les plis cachés des enquêtes qu'il menait, les gens connus qu'il croisait et qui le décevaient. Il parlait peu de leur vie amoureuse, qui ne se ressemblait pas. La timidité de Turc avait dressé autour de lui un désert affectif dont il prétendait s'accommoder. Gabriel aimait les garçons, ne concevait que des aventures sans lendemain et disait que c'était pour lui la seule façon de s'émerveiller sans s'éteindre. Chacun faisait bien sûr semblant de croire l'autre. Gabriel lui écrivit un jour « J'ai calculé que quand je travaille, j'envoie chaque jour une moyenne de 90 messages sous forme de mails, de SMS, de conversations téléphoniques. J'échange des milliers d'informations, des petites et des grandes, j'en lis et j'en écoute toute la journée. Mais une fois par semaine, le dimanche matin, je t'écris une lettre. Tu es la seule personne à qui j'envoie des lettres. Même mes parents, je leur téléphone, je me dis que ça va plus vite. C'est justement pour ça que je t'écris. » Il se voyait bien sûr chaque fois que Gabriel venait au village, et une fois par an à Paris, où Turc rituellement visitait au printemps un salon professionnel. Il passait alors 3 jours dans l'appartement de Gabriel, bricolait invariablement sa chaîne stéréo, la réglait. « Oh là, c'est bon maintenant, je t'interdis d'y toucher !» et refusait, même quand il sortait dîner à l'autre bout de Paris, de monter sur le scooter de son ami. « On se rejoint là-bas ? Désolé, mais je n'ai pas encore abandonné toute dignité. » Quelques jours auparavant, dès que Turc avait appris la mort du père de Gabriel, il lui avait téléphoné. Il dit qu'il ne savait pas quoi dire. Il dit « Ben voilà, je te téléphone. » Ils restèrent silencieux tous les deux un long moment. Puis Turc, avant de raccrocher, ajouta que ça tombait mal, bien sûr, qu'il n'allait pas parler de ça maintenant, mais qu'il devait aussi le voir en dehors de l'enterrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il faut que je te parle d'une affaire importante qui va t'intéresser. Mais voilà, Turc était mort, au milieu de la nuit, dans le noir, écrasé par une voiture inconnue. Le lendemain, dans le journal local, Gabriel lut l'article qui rapportait l'accident. Écrasé devant chez lui par un chauffard en fuite. Le journaliste racontait que, selon ce que la gendarmerie avait réussi à reconstituer, Turc était rentré d'une soirée près de Béziers aux alentours de 2h du matin et avait, comme il en avait l'habitude, reculé son utilitaire près de la grange pour décharger le matériel de sonorisation. Mais
Personne ne savait pourquoi il était ensuite retourné sur la route où une voiture l'avait renversé avant de s'enfuir. L'article se terminait par une précision qui avait choqué Maryse. Le défunt s'était révélé négatif aux tests d'alcoolémie et de consommation de drogue. Les jours qui suivirent furent des jours de nuque basse. La mort était partout. La peine déchirait les cœurs, malgré le soleil éclatant qui illuminait la campagne. Gabriel avait honte. Il passait d'un désespoir à l'autre, mais sentait bien que la disparition de Turc était pour lui d'une violence plus profonde que celle de son père, et il s'en voulait un peu. Le premier matin, il se réveilla dans sa chambre et crut un court instant que rien n'avait changé. Il entendait, à travers le vieux chêne du plancher, la sourdine de la radio dans la cuisine, le choc d'une casserole sur l'évier, le crachotis de la vieille cafetière, une porte de placard qui s'ouvrait, tous les bruits de son enfance. Il resta immobile, les yeux fermés, en attendant que la voix de son père résonne machinale. Puis il se leva, les yeux remplis de larmes. Il enfila son jean, trouva un gros pull dans l'armoire et descendit dans la cuisine. Sa mère eut comme une grimace. Elle aussi avait dû prier pour que ce pas dans l'escalier fût celui de Joseph. Ils passèrent un long moment sans parler. Elle disposait devant lui le pain grillé, le café, la confiture de figues. Le transistor, celui que Gabriel leur avait offert voilà déjà 20 ans pour remplacer un poste nasillard qui datait d'avant sa naissance, distillait les nouvelles du jour dont ils étaient absents. Qui, à Paris, dans les studios lointains d'une radio nationale, aurait pensé à signaler la mort de ce retraité de Salsigne dans sa 85e année? Qui, pour mettre en lumière ce fait divers banal, un homme fauché par une voiture la nuit sur le bord d'une route? Et qui, pour dire que, justement, Gabriel était le fils de l'un et le meilleur ami de l'autre? Il retrouva, comme chaque fois qu'il venait, le goût du café, du pain et de la confiture maison. Sa mère avait décidé, voici quelques années déjà, que la cuisson lente et longue dans le sucre des figues ramassées au fond du jardin les mettait à l'abri de tout empoisonnement. On ne peut pas tout supprimer, était devenue une des devises du petit déjeuner. Avant de remonter prendre sa douche, Gabriel sortit devant la maison. Sa mère le suivit. La matinée était brillante, le froid vif. Maryse rentra sans un mot chercher la vieille parka verte de Joseph qui pendait à la patère de l'entrée et vint la poser sur les épaules de son fils. La toile sentait encore le sulfate et la terre. Lentement, ils firent tous les deux le tour de Josse. C'est elle qui parla en premier. Elle dit que Jeannot Barjac, le voisin du hameau, viendrait tailler la vigne. On n'avait pas à s'en faire. Puis, devant les branches accumulées, les amas de feuilles pourries, elle raconta la nuit des inondations. Gabriel connaissait l'histoire, qui avait passé des heures sur le fil de l'agence France-Presse, puis au téléphone avec son père pour mesurer les répercussions de la catastrophe. Mais c'est la première fois qu'il écoutait sa mère. Elle ne lui raconta pas les 15 morts, les 100 blessés, les 257 communes reconnues en état de catastrophe naturelle, les 220 millions d'euros de dégâts. Non, ça, il l'avait lu dans les dépêches.
Elle ne parla pas non plus des 3 jours passés à nettoyer la boue laissée par l'eau en se retirant seule dans la maison avec son mari alité au premier étage. Les pompiers avaient bien téléphoné tout de suite pour s'assurer que tout allait bien et proposer leur aide, mais elle avait refusé catégoriquement. Il devait bien avoir assez de travail pour aider les autres, sans se rendre compte qu'elle aussi faisait partie des autres. Non, ce matin-là, Maryse n'en avait que pour le poulailler de Rose. Tu vois où elle a son poulailler ? Vaguement. Qu'est vaguement ? Sur le sol, là, où André range ses tracteurs, le grillage du fond. Gabriel ne voyait pas, ne savait plus, mais il comprenait qu'il devait lui faire croire le contraire. Ah oui, d'accord. Quand le jour s'est levé, elle est allée voir ses poules. Les 3/4 étaient mortes, écrasées contre le grillage. Elles avaient essayé de s'enfuir. Que de s'enfuir ? Non, c'est l'eau qui les a jetées contre le grillage. Et là, elles se sont noyées ou étouffées. C'est terrible. Oui, mais attends. Elle me dit, c'était bizarre, j'avais une impression qui me gênait, je ne savais pas ce que c'était. Et puis tout d'un coup, André qui me dit, mais ça a bougé. Je lui dis, quoi qu'a bougé ? Et il me dit, il n'y avait pas autant de place entre le grillage et le mur. Je regarde, et c'est vrai. Avant, il y avait moins d'1 mètre, et là, tu aurais passé une voiture. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Leur poulailler, ils avaient fait une dalle en ciment sans fondation, et les poteaux de grillage étaient pris dedans. L'eau est arrivée avec une telle force qu'elle est passée dessous et qu'elle a fait glisser le poulailler 2 mètres plus loin. C'est possible, ça ? Marie soupira et tapa ses mains contre ses jambes. Et voilà, ton père non plus ne m'a pas cru. Fini de plastique. Madame Mocadem posait le courrier sur le bureau. C'était une femme de ménage à l'ancienne qui arrosait les plantes, nettoyait les vitres, passait l'aspirateur et s'occupait du linge de Gabriel comme si c'était son fils. Elle organisait les piles de linge dans l'armoire selon les saisons et ce qu'il devait mettre. Pendant son absence, elle avait fait le ménage à fond et ce matin, elle était passée pour rallumer le chauffage. Gabriel posa son sac dans l'entrée et, sans allumer les lumières, fit lentement dans la pénombre le tour du petit appartement. « Voilà, mon père est mort, et mon meilleur ami aussi. » Il prononça la phrase à haute voix comme s'il voulait annoncer la nouvelle à la bibliothèque et au fauteuil. Venu de la rue, une lumière douce et inhabituelle baignait la pièce. Il vit par la fenêtre que les décorations de Noël étaient en place. Il avait raté pendant sa semaine d'absence le balai des municipaux sur la nacelle qui dépliait en blaguant les guirlandes blanches au-dessus de l'avenue. Autour de petits squares, elles accrochaient des perles brillantes entre les branches nues. Le bus numéro 29, un des derniers de la journée, s'engagea vers la porte de Saint-Mandé. Gabriel alla reprendre son sac dans l'entrée, le porta jusque dans sa chambre, l'ouvrit et posa toutes ses affaires sur le lit. Puis il se débarrassa de ses vêtements et s'en alla prendre une douche brûlante. C'étaient les seuls travaux auxquels il avait consenti 10 ans plus tôt, lorsqu'il avait acheté cet appartement. L'installation d'une grande douche large, à l'italienne, avait dit l'artisan. Un luxe auquel il tenait, après les années de la baignoire sabot rêche aux joints douteux que ses parents avaient fait installer à la fin des années 70. Un compromis regrettable dans lequel on prenait des bains les genoux sous le menton ou des douches en équilibre comme dans un escalier. Dans le TGV du soir,
Gabriel avait reçu un coup de téléphone de son rédacteur en chef. En 15 ans de maison, il avait refusé presque toutes les promotions qu'on lui avait proposées. Grand reporter, d'accord. Après tout, c'était son travail. Mais pas adjoint ou chef de service, des postes qui vous offraient du pouvoir, une reconnaissance temporaire contre un océan de contraintes très éloignées des raisons pour lesquelles vous aviez choisi ce métier. Quand il expliquait ça à Turc, il disait « Je ne veux commander à personne. J'ai déjà du mal avec moi. » Il y avait gagné un statut un peu à part, plus autonome, moins soumis aux tâches quotidiennes, et sa plume était régulièrement saluée par les confrères dans toutes les revues de presse. Officiellement, son rédacteur en chef l'appelait pour savoir si l'enterrement s'était bien passé. Il fut à 2 doigts de répondre que oui, ils avaient bien réussi à mettre le cercueil dans le caveau, mais il était plus curieux encore de connaître la véritable raison du coup de fil. Tu as prévu de passer au journal demain ? On peut se voir ? J'ai des réunions toute la matinée et un déjeuner que je ne peux pas déplacer, mais 15 heures, ça t'irait ? Gabriel sortit de la salle de bain en finissant de se sécher énergiquement les cheveux avec une serviette de toilette qui sentait la fleur d'oranger. Pour les serviettes et les torchons, Madame Mokadem mettait toujours 3 gouttes de néroli dans la dernière eau de rinçage. Il s'approcha de son bureau et vit la petite pile d'enveloppes qui l'attendait. Il les prit et les reposa une à une comme des cartes à jouer. Relevé de banque, sollicitation d'abonnement, facture de téléphone, enveloppe à bulles du service de presse d'un éditeur. Il se figea debout devant le bureau. Il avait dans la main une enveloppe qu'il connaissait. Ce timbre illustré des séries spéciales de la Poste qui déclinait en couleurs vives les fleurs ou les animaux du monde entier. Cette écriture minuscule comme des notes de musique. Turc savait qu'ils allaient se voir pour les obsèques, mais il avait quand même honoré leur rendez-vous épistolaire. Il faisait toujours ça. Gabriel s'assit sur la serviette et décacheta l'enveloppe. Ainsi donc son ami s'adressait à lui une dernière fois. Les larmes lui vinrent et il peinait à déchiffrer les mots comme des murmures. Il y avait 2 feuilles. Sur la seconde, 3 photos obscures que l'imprimante avait noyées plus encore dans un sombre flou. On y devinait un camion dans la nuit, sans lumière, fantôme massif et effrayant. Gabriel reprit la lettre. Mon Gabi, je suis bien heureux de te voir samedi et tellement triste que ce soit pour cette raison. Je me souviens d'une conversation qu'on aurait eue un soir de fête sur la place. On parlait de nos parents qui vieillissaient. À l'époque, ils ne devaient pas être très loin de l'âge que nous avons aujourd'hui. Et tu m'avais dit, la grandeur de la condition humaine, c'est d'accepter que tout ça est une fin. C'était une phrase d'adolescent un peu grandiloquente, mais depuis, mon père est mort et ma mère... Et à chaque fois, j'ai repensé à ça. Nous serons auprès de toi lundi pour accompagner Joseph. J'ai téléphoné à Marie ce matin, je l'ai trouvée apaisée. J'espère qu'elle tiendra le coup. Tu sais que tu peux compter sur moi pour aller la voir régulièrement. Je ne sais pas à quoi vont ressembler ces quelques jours que tu vas passer chez toi, ni si nous pourrons parler d'autre chose. C'est pourquoi je voulais te raconter ici ce qui me préoccupe depuis plusieurs jours. Tu sais que l'an dernier, je me suis rapproché des associations qui se battent contre la pollution que la mine impose à la vallée depuis des années. Je sais que tu es au courant, mais là, c'est devenu un véritable scandale d'État et je voudrais que nous en parlions sérieusement. La presse locale va révéler dans les jours qui viennent ce qui est ici un secret de polichinelle. Les inondations d'octobre ont balayé les bassins de décantation pleins à ras-bord de l'arsenic et de tous ces métaux lourds dont ils ne savent pas quoi faire depuis des années. Tout ça est parti,
emportés par les flots dans la vallée jusqu'aux abords de Carcassonne. Il faudra que tout le monde s'explique là-dessus. La mine est fermée depuis presque 15 ans et ces saloperies étaient toujours là, à l'air libre, à la merci du premier gros orage. Paradoxalement, ce n'est même pas ce qui m'inquiète le plus. Tu sais qu'il ne reste à Salsigne, en plus des gardiennages d'hiver, qu'une société australienne chargée de la remise aux normes du site. Encore une expression à la mode qui laisse rêveur. Remise aux normes. Figure-toi que le week-end dernier, pendant la nuit de samedi à dimanche, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Je rentrais d'un concert à Pénautier et vers 2 heures du matin, j'étais en train de décharger ma voiture quand j'ai entendu des bruits de moteur. Tu sais comment c'est chez moi. La nuit, tu entends les moteurs au loin et en même temps, tu commences à voir en bas de la route la lueur des phares. Là, j'entendais parfaitement le bruit, mais je ne voyais aucune lumière. Je me suis donc rapproché de la route et j'ai vu passer 3 énormes camions tout feu éteint qui montaient vers la mine. J'ai juste pu apercevoir dans l'obscurité la plaque minéralogique du dernier. C'était un camion immatriculé en Bulgarie. Convoi effrayant, lent, parce que dans la côte, ils ne roulaient pas très vite. Ils avaient l'air chargés à bloc. Le premier conducteur m'a vu sur le bas-côté. Il a fait un geste que je n'ai pas compris. Mais 1 heure plus tard, lorsque je les ai entendus redescendre, je me suis planqué en face dans les lauriers pour essayer de prendre ses photos avec mon téléphone. Et il a ralenti à hauteur de la maison. Je n'ai pas vu ce qu'il faisait, mais j'imagine qu'il a cherché à voir si j'y étais toujours. Bien sûr, là, les camions étaient à vide, ça se voit à la hauteur de la caisse sur les essieux. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont allés décharger la nuit. Je sais bien que tu ne pourras rien faire de ces photos, j'essayerai les nuits à venir d'en faire de meilleures avec un vrai appareil. Il y a sûrement quelque chose à creuser, j'ai besoin que tu m'aides. Voilà, tu sais mes soucis. Comme disait Giono, dans Beaumugne, la nuit, si par malheur on a du souci, il vous saute dessus, se carre sur vos épaules. Je te serre dans mes bras, ton ami T. Il arriva au journal vers midi. Il s'était arrêté en route pour acheter un sandwich dans une charcuterie du quartier où il avait ses habitudes. Gabriel s'arrêta directement à l'étage des archives, salua les 4 affairés courbés sur leurs ordinateurs, dont un au téléphone, et expliqua sa requête. Est-ce qu'on pouvait lui sortir un dossier sur le trafic des déchets dangereux en Europe ? Il aurait ça cet après-midi, lui répondit en souriant Chloé, qui ajouta qu'elle avait appris pour son père et qu'elle était désolée. Il s'installa à son bureau jusqu'à l'heure du rendez-vous. La pile de courrier était là, beaucoup plus haute. Il tria les livres reçus, puis les courriels dans sa boîte virtuelle. Les collègues qui l'apercevaient venaient le saluer. Il y avait ceux qui savaient et les autres. Il avala le délicieux sandwich, épousseta les miettes qu'avait laissées la baguette, repoussa le clavier et téléphona à Sève. Elle était chez elle, sombre, elle tournait en rond. Elle lui dit qu'elle n'arrivait pas à dormir, que c'était un cauchemar. Il la laissa longuement parler, puis « Est-ce que tu as récupéré le portable de ton frère ?»« Le téléphone ou l'ordinateur ?» Gabi, sans trop réfléchir, répondit les deux. « Il doit y avoir aussi un appareil photo. »« Non, je ne me suis pas préoccupé de ça. Mais je dois aller demain chez lui pour commencer à ranger. Le propriétaire m'a déjà demandé comment ça allait se passer pour le loyer. Turc n'a jamais eu aucun problème avec lui, mais là, vraiment, quelle élégance. Sève, je vais redescendre. Si tout va bien, je serai là samedi. Je t'appellerai. Dans le bureau du rédacteur en chef, 2 télévisions étaient allumées en permanence sur des chaînes d'information en continu. Le son des 2 était coupé, mais les bandeaux qui se succédaient sans interruption au bas de l'écran
martelait les titres de l'actualité du jour, sans hiérarchie, sans nuance. Gabriel s'installa dans le fauteuil du visiteur qui leur tournait le dos. Il détestait cette scène vécue 100 fois. Macquart allait lui parler sans quitter des yeux par-dessus son épaule les messages qui défilaient. Il se releva et s'installa debout sur le côté, le dos à la fenêtre. Macquart dit « Tu veux pas t'asseoir ?» Gabriel montra ses jambes. « Merci, problème de genou. » Macquart avait 2 ans de plus que Gabriel, pas de quoi le garder du haut d'une génération savante qui aurait tout inventé de la profession. Il le savait, et Gabriel aussi. Ils s'étaient toujours tenus l'un et l'autre à une respectueuse distance. Macquart alla droit au but. « J'ai besoin de toi sur les gilets jaunes. » Depuis 1 mois, chaque samedi, des manifestations spontanées réunissaient dans la plupart des villes de France des milliers d'anonymes qui protestaient contre le peu de vie que le système leur laissait. Sur les ronds-points, au sortir des villes et des villages, les gens se rassemblaient en dehors de toute initiative syndicale pour réclamer un changement de fond dans les priorités du gouvernement. Et la presse ne savait pas trop par quel bout prendre ces soulèvements qui ne ressemblaient à aucun autre. Demain, c'est le 5e samedi et la mobilisation est la même. Il y a 15 jours, l'extrême droite a organisé les violences sur les Champs-Élysées et le saccage de l'Arc de Triomphe et ça a aveuglé tout le monde. Les chaînes d'infos ne parlent plus que de ça. Et maintenant, c'est violence contre violence. Il faut qu'on trouve des manières de revenir aux sources même du mouvement et de raconter ça de l'intérieur. Je sais que tu rentres à peine de chez toi, mais je me demandais si tu ne pourrais pas redescendre et aller passer 1 semaine en immersion avec ces gens sur un des gros ronds-points dans ta région. Pas à Toulouse ou à Montpellier, mais un truc plus à l'écart, justement, puisqu'en fait, c'est la France des arrière-pays qui sort dans la rue. Qu'est-ce que t'en dis ? Eh bien, Gabriel réfléchissait à toute allure. Je vois bien ce dont tu parles. Moi aussi, ces gens-là m'intéressent. Je les connais et j'ai bien vu chez moi que c'était plus profond que ce qu'on lit le plus souvent. Le problème, c'est que je suis sur autre chose. Je voulais justement t'en parler. Bon, Gabriel savait qu'il lui fallait être convaincant, sinon il plongerait dans cette histoire de gilet et il ne savait pas quand il pourrait en ressortir. Il savait qu'il s'apprêtait à rater une des actualités les plus intéressantes du moment, mais il repensa à Turc, à son père, à toute la vallée pourrie pendant tant d'années par les déchets de la mine. C'est cette histoire-là qui le convoquait aujourd'hui. Non, dis-moi. Bon. C'est à propos de la mine de Salsigne, la mine d'or. À travers la vitre du train, il guettait comme à chaque fois, juste avant Avignon, ce moment très bref où l'on voyait se séparer les rails qui allaient à Marseille de ceux qui continuaient vers Nîmes. Un grand supermarché et son parking géométrique écrasés par le soleil, les bandes dessinées de l'autoroute qu'un pont venait interrompre et, dans un éclair, la double voie qui filait vers la gauche. On rentrait alors dans un nouveau pays, le sien. Les vignes familières, les cabanes en rondins où s'abritaient des chevaux de quart de race, la pierre de craie des immeubles de Nîmes, la mer, vers Frontignan, qui étincelait à vous brûler les yeux, les petits ports multicolores d'Agde et de Sète, les étangs mauves. À Narbonne, il changea de train jusqu'à Carcassonne. Évidemment, Macquart avait tout de suite acheté l'histoire des camions bulgares qui livraient des déchets toxiques la nuit pour les enterrer en douce. Gabriel avait à peine forcé le trait et, curieusement, les photos floues et presque noires de Turc finirent de convaincre son patron. Ça valait quelques jours d'enquête. Bon, pour les ronds-points, il enverrait quelqu'un d'autre. Pendant le voyage, Gabriel consulta le dossier photocopié des archives que Chloé lui avait remis avant de quitter le journal. Dans l'Express,
Un article d'octobre 2017 commençait par un chapeau qui à lui seul résumait tout. Le durcissement des normes a entraîné une flambée du coût du traitement des déchets industriels. Pour y échapper, les filières illégales d'exportation de produits dangereux se multiplient. En 2015, la dernière année pour laquelle on disposait de statistiques, le trafic de déchets dangereux avait rapporté dans le monde plus de 17 milliards d'euros. Sève l'attendait à la gare. Il déposa son sac sur la banquette arrière, referma la portière et s'installa près d'elle, qui le regardait sans un sourire, presque solennel, les deux mains posées sur le volant. Il voyait ses traits tirés, son visage plus pâle qu'à l'ordinaire, ses cheveux ramenés en arrière. Ses premiers mots semblaient répondre à son regard. En mettant ce pull noir ce matin, je me demandais pourquoi justement celui-là. Elle démarra et tourna à gauche sur les bords du canal du Midi. Tous ces codes du deuil, le noir, pas de maquillage. Est-ce que c'est pour prévenir les gens ? Si c'est pour ça, ma tête devrait leur suffire. Il roulait sans presse. Le paysage sentait l'hiver, la solitude. Gabriel raconta Paris, la mélancolie des décorations de Noël. Comme ils approchaient du village, Sève lui dit qu'elle avait passé les 2 derniers jours dans la maison de son frère, à trier et à ranger. À chaque instant, je m'attendais à ce qu'il entre dans la pièce et qu'il me demande ce que je faisais là, à fouiller dans ses affaires. Tu as trouvé les portables ? Oh, nulle part, ni l'appareil photo. Mais il y a autre chose de plus étrange. J'ai hésité à téléphoner pour en parler, mais au fond, je ne savais plus. Elle garda le silence un moment, faisant glisser les mains sur le volant sans quitter la route des yeux, comme si elle sentait que ses gestes pouvaient l'aider à se décider. Gabriel lui laissa tout le temps dont elle avait besoin. Je suis sûr que la maison a été fouillée. Il se tourna vers elle lentement. Comment ça, fouillée ? Il y a un carreau cassé à la fenêtre du fond derrière le canapé. Rafistolé très récemment avec du gaffeur. Ça peut très bien être turc, oui, ça se peut, mais il n'y a pas que ça. Je sais pas comment le dire, mais son bureau, les tiroirs, les piles de dossiers et tout est parfaitement rangé. Justement, c'est pas lui, ça. Puis les portables, pareil, ils sont introuvables. En même temps, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux que des gens viennent chercher ? Ben, tu sais, il y a toujours des gens qui font les annonces des décès pour aller visiter les maisons vides. Mais à part les portables, rien n'a disparu. Ouais, les portables et les bijoux, c'est la seule chose que les petits cambrioleurs d'aujourd'hui emportent. Le seul truc qu'on peut fourguer simplement, sans problème. Ils arrivaient, la voiture traversa le village et s'engagea sur la route de la mine vers la maison de Turc. Gabriel se décida. Il faut quand même que je te dise. Turc m'a écrit, juste avant l'accident. Il lui raconta la lettre, la photo des camions et l'intention qu'avait son frère de planquer le soir de sa mort pour prendre de nouveaux clichés. Sève restait silencieuse. Comme ils arrivaient à la maison, elle se mit à pleurer sans bruit. Tu sais quoi ? On va rester là cette nuit. Ils trouvèrent dans les placards de la cuisine un paquet de biscottes aux céréales et une boîte de confit de canard. Sève ramena du cellier une bouteille de la Baronne rouge et ils mangèrent près de la cheminée dans laquelle Gabriel avait allumé un grand feu. Pendant toute une partie de la nuit, café, tisane, cigarette, ils ramenèrent à eux les souvenirs comme on se rapproche des braises. Ils allèrent se coucher vers 3 heures, allongés ensemble sur le lit, celui de Turc. Elle avait pris sa main et ils écoutaient la nuit. Ils se disaient que ces murmures, ces bruits,
les frôlements du vent. C'était ce que Turc entendait avant de s'endormir. Aucun camion ne vint troubler le profond sommeil dans lequel ils s'évanouirent avant l'aube. Ils se tenaient toujours la main. Vers 11 heures, Gabriel emprunta la voiture de Turc et redescendit à Carcassonne. Il avait pris rendez-vous avec Luc, son jeune confrère de l'Indépendant. Gabriel lui demanda s'il pouvait, sans trop d'encombre, lui imprimer les principaux articles parus sur la mine depuis la fermeture en 2004. Puis ils reparlèrent devant un second café de l'enquête sur l'accident qui était manifestement au point mort. Évidemment, comme pour chaque mort sur la voie publique, il y a bien une autopsie qui n'a absolument rien révélé. Pas d'alcool, pas de traces de cannabis. Mais c'est sur le conducteur qu'on aurait dû faire ces analyses, lâcha Gabriel. Mais est-ce qu'ils ont pu déterminer le type de véhicule qui est en cause? Comment ça, type de véhicule? Oui, plutôt une voiture, ou compte tenu des blessures, est-ce que ça ne pourrait pas être un camion? En pleine nuit? À cet endroit-là? J'en ai aucune idée. Mais si tu veux le contact du légiste, je l'ai. Depuis 2 jours, une idée noire et violente tournait autour de Gabriel. Il nota le numéro du médecin. Il l'appela pendant la pause du déjeuner. Il était journaliste et cherchait des précisions sur les circonstances de cet accident de la route. Il savait que c'était la gendarmerie qui seule était habilitée à délivrer des informations, mais le docteur Mathieu connaissait bien Luc, qui lui avait conseillé de lui parler, et il n'avait aucunement l'intention de lui faire perdre du temps. Mais enfin, pourquoi vous vous intéressez à cet accident? C'est mon meilleur ami qui est mort. Je n'ai pas le choix. Le taurime resta silencieux, puis il lâcha avant de raccrocher. Passez me voir tout de suite. C'était la première fois que Gabriel se rendait au nouvel hôpital de Carcassonne, qui venait de défrayer la chronique. Pendant les inondations du mois précédent, l'établissement, flambant neuf, s'était retrouvé les pieds dans l'eau, tous les sols inondés, une belle barricade de voitures emportées par les flots dressée devant les portes principales. On avait découvert, dans les jours qui suivirent, que l'hôpital, inauguré au mois de juillet par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, avait été construit en zone inondable. On avait bien créé un bassin de rétention dont les travaux avaient coûté 1,5 million d'euros, mais manifestement les calculs avaient été un peu chiches. L'hôpital se dressait sur un terrain plat à moins d'1 kilomètre d'un bras de la rivière Aude, à proximité de la nouvelle rocade qui avait semé tout autour de la ville des ronds-points imbéciles et laids. Gabriel se gara sur l'immense parking et, en évitant les flaques d'eau, rejoignit les grandes portes vitrées de l'entrée. Le docteur Mathieu le fit monter au 3e étage, où il campait dans un bureau provisoire. C'était un type jeune, sportif, la blouse ouverte sur un pull coloré. Vous savez, les morgues, en général, c'est plutôt en sous-sol. Disons que là, on attend que ça sèche encore un peu. Asseyez-vous et demandez-moi ce que vous voulez savoir. Il avait ouvert sur son ordinateur le dossier de Turc. Gabriel comprit qu'avec ce type de praticien, c'était pas la peine d'emprunter des chemins de traverse. En fait, je m'interroge sur le type de véhicule qu'il a renversé. Je me demande si ça ne pourrait pas être un camion. Mathieu ne quittait pas son écran des yeux. Il promena sa souris sur l'écran et cliqua plusieurs fois. Un camion? Non, dit-il en secouant la tête. Vous avez 4 types de lésions qui correspondent à des véhicules spécifiques. Si la vitesse n'est pas trop élevée, ce qui était le cas ici, selon le rapport de gendarmerie, on peut établir des typologies de lésions selon que le corps a été heurté par une moto, une voiture, un gros 4x4 ou un camion. Mais pour la vitesse, comment, compte tenu de la position du corps, dans le fossé droit, on sait que le véhicule était en montée. Et là, en montée, un camion n'est pas assez rapide pour provoquer ces lésions. Et s'il descendait à vide? S'il descendait, le corps aurait été tourné de l'autre côté.
Puis il n'y a aucune lésion directe à la tête. Ce n'est pas un camion. Une voiture alors. Plutôt un 4x4. Vous savez, ces gros machins ridicules que les gens achètent en ville pour se garer sur les trottoirs. Gabriel prenait des notes dans son carnet. Il le referma, le rangea dans sa poche avec son stylo, se leva et remercia le toubib. J'avais besoin de savoir ça. Le docteur Mathieu s'était levé, lui aussi, et le raccompagna à la porte. Là, il lui serra la main et en le regardant droit dans les yeux, lui dit « Dans ces cas-là, en général, les gens me demandent si leur proche a souffert ou s'il est mort sur le coup. » « Pas moi, » lâcha Gabriel dans un souffle. Puis il disparut dans le couloir. Merci.